Nous allons donc commencer la deuxième partie de cette séance extrêmement riche, comme vous avez pu le constater jusqu'à présent, par la réception de M. Fadi Georges Comer, qui va donc nous rejoindre et qui va être présenté par notre confrère Alain Lamballe. Donc, chers confrères, si vous voulez bien venir ici à l'estrade. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Sénateur, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Préfet, mon général, chers consoeurs, chers confrères, Monsieur Fadi Georges Comer. L'eau est neutre. Elle peut créer des amitiés ou des inimitiés. Tout dépend de ce que l'on en fait. En ce qui nous concerne, M. Fadi Georges Comer, elle a servi de lien. C'est en effet grâce à l'eau que je vous ai connu lors de séminaires que vous organisiez ou auxquels vous participiez. En tant qu'ingénieur hydraulicien, vous déployez des efforts incessants, couronnés de succès, pour donner aux populations de l'eau, ce bien indispensable à la vie. Et moi, en tant qu'ancien militaire, j'observe avec inquiétude la montée des périls parce que la raréfaction de l'eau et l'augmentation des besoins peuvent provoquer des conflits et apporter la mort. L'eau nous rassemble, mais pour des raisons différentes. Quoi qu'il en soit, c'est un réel plaisir pour moi que je procède aujourd'hui à votre installation dans notre institution. Fadi Georges Comer a été admis comme membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-mer le 7 novembre 2017. Au nom de vous tous, chers consoeurs, chers confrères, je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Né à Beyrouth en 1960, c'est dans cette ville que Fadi Georges Comer a fait ses études primaires et secondaires chez les frères de la Salle. Puis il a obtenu 2 diplômes américains à l'Université du Texas et à Harvard. En France, il a intégré l'École nationale des ponts et chaussées, puis a soutenu une thèse de doctorat d'État en énergétique à l'Université Claude Bernard de Lyon 1. Le titre de la thèse est fort austère et impressionne le béotien que je suis. Caractéristiques thermophysiques des matériaux et applications aux parois de construction en régime transitoire, soit. Vous avez compris, Georges Comer est non seulement ingénieur hydraulicien, mais aussi ingénieur des travaux publics. Fadi Georges Comer a commencé sa carrière professionnelle en France, entre 1986 et 1993, dans des centres techniques professionnels rattachés au ministère de l'Industrie. C'est au cours de cette période qu'il a fait partie de la délégation française auprès du Comité européen de normalisation et a été membre de diverses commissions françaises. Fadi Georges Comer a coopéré avec l'Agence française de développement au Liban en associant la Lyonnaise des eaux à la gestion de l'eau à Tripoli. Il a aussi œuvré en faveur de Suez Environnement et Veolia pour la conception et la construction de stations de traitement des eaux usées. Fadi Georges Comer a contribué pour le compte d'entreprises françaises à des études de faisabilité de barrages au Liban et à leur construction. Il a mis en place un programme de modernisation de l'Office des eaux de Beyrouth en coopération avec le Conseil régional Rhône-Alpes et la communauté urbaine de Lyon. Fadi Georges Comer est l'artisan d'une convention entre Électricité de France et la Direction générale des ressources hydrauliques et électriques au Liban. Ce ne sont là que quelques exemples de l'implication de Georges Fadi Comer pour développer les relations entre la France et le Liban. Au Liban, Fadi Georges Comer a présidé entre 1993 et 2000
l'Office national de litanie. De 2006 à 2010, il a présidé, auprès de la présidence du Conseil, la commission chargée d'homologuer les qualifications des consultants et entreprises. Depuis 1998, il préside la commission libanaise pour les négociations sur les cours d'eau internationaux. Depuis 1999, il exerce les fonctions de directeur général des ressources hydrauliques et électriques. Cette longévité dans des postes aussi prestigieux est sans conteste le signe d'une grande compétence. À ces hautes fonctions administratives s'ajoutent des activités universitaires. De 2002 à 2010, Fadi Georges Comer a exercé les fonctions de directeur du Centre de recherche sur l'eau, l'énergie et l'environnement qu'il a créé à l'Université Notre-Dame de Beyrouth. De 2008 à 2010, il a enseigné à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Fadi Georges Comer est aussi actif sur le plan international. Dans le cadre de ses activités, au sein de l'Union pour la Méditerranée, il a labellisé le futur centre d'information et de formation au métier de l'eau, conçu conjointement avec l'Office international de l'eau et financé par l'Agence française de développement. Il est prévu que les présidents de la République française et de la République du Liban posent la première pierre de ce centre en mars ou en avril prochain à Beyrouth. De 2009 à 2011, Fadi Georges Comer a présidé le réseau euro-méditerranéen des organismes de bassin. Ce réseau a pour mission de formuler des plans de gestion de la ressource en eau pour une cinquantaine de bassins autour de la mer Méditerranée. Depuis 2005, Fadi Georges Comer est vice-président du système euro-méditerranéen d'information sur les savoir-faire dans le domaine de l'eau. Depuis 2008, il est membre du groupe d'experts de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, affilié à l'Union pour la Méditerranée. Depuis 2011, il est vice-président du réseau international des organismes de bassin. Ces longues années, passées dans des postes très importants, au sein de plusieurs institutions de renom, dénotent un savoir-faire reconnu internationalement. Fadi Georges Comer est membre du comité de l'UNESCO pour l'eau et les établissements humains. Il conduit aussi une hydrodiplomatie. Son engagement dans les organisations internationales en témoigne. Il a été le principal négociateur en ce qui concerne plusieurs cours d'eau du Moyen-Orient. Fadi Georges Comer a aussi fait partager ses connaissances par des publications en France et au Liban. En France, il a écrit dans le magazine Pont et Chaussée, dans Sécurité Globale, dans l'Atlas du développement durable. Il a aussi rédigé un article pour notre revue Mondes et Cultures qui a été publié en 2014. Il écrit régulièrement dans le quotidien libanais L'Orient le Jour. Au total, il a publié plusieurs centaines d'articles dans des revues renommées internationales. Fadi Georges Comer a aussi écrit plusieurs livres techniques et géopolitiques. Je citerai par exemple L'eau au Liban, entre perte et exploitation, paru en arabe en 2005, et Gestion de l'eau et hydrodiplomatie au Liban, publié en français aux éditions L'Orient le Jour en 2008. Il est co-auteur avec Hervé de Charette de l'ouvrage Les enjeux méditerranéens, l'eau entre guerre et paix, paru en 2002. Il est co-rédacteur des règles parasismiques 1992-2000, livre paru aux éditions Erol en 2002 également. Et il a contribué au livre de l'UNESCO Science, Diplomacy and Transboundary Water Management, The Orontes River Case. Fadi
Georges Comer possède la double nationalité française et libanaise, comme d'autres membres de sa grande famille. Il est entouré cet après-midi par bon nombre d'entre eux, dont son épouse et leurs 3 enfants. Il est entouré également par des amis. Je les salue tous. Le père de Georges Comer a été élève des frères maristes, puis a suivi des études à la faculté française de Beyrouth, puis à l'université de Lyon. Il s'est spécialisé en radiologie à l'hôpital du Val-de-Grâce et en gastro-entérologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il a été médecin général dans l'armée libanaise et j'ai eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer à Beyrouth. Le grand-père maternel de Fadi Georges Comer a été directeur général du cadastre libanais et il a contribué, à l'époque du mandat français, à l'élaboration du tracé de la frontière du Grand Liban, de la Syrie et de la Turquie. Fadi Georges Comer a 2 frères et une sœur qui ont tous suivi des études en France. L'un de ses frères est neurochirurgien, ici présent. L'autre, ingénieur diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées, comme Georges Comer lui-même. Sa sœur a fait un doctorat de droit à la Sorbonne. L'épouse, Claude, a fait une maîtrise à la Sorbonne. Vous êtes juriste. Les 3 enfants de Fadi Georges Comer et de Claude Comer ont également effectué des études en France. Le fils aîné de la fratrie est docteur ingénieur civil en hydraulique et en énergétique. Il est diplômé des universités du Texas et de Harvard. Il est également lui-même diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées et de l'université Claude Bernard de Lyon 1. Il a travaillé à Suez Environnement et il est actuellement chef de service à la Banque mondiale de l'unité de l'eau du continent africain à Washington. La fille aînée est ingénieure agricole. Elle est aussi diplômée de l'École nationale des ponts et chaussées. C'est une tradition familiale. Elle est consultante à l'Agence des Nations Unies pour l'Asie, responsable du projet sur le changement climatique pour le Moyen-Orient. La fille cadette possède un master obtenu à l'Institut des sciences politiques de Paris et est doctorante à l'Université de Paris 11. Je vais m'arrêter là parce que la carrière de Georges Fadi Comer est prodigieuse. Et en guise de conclusion, je dirais que Georges Fadi Comer est un expert incontesté sur les problèmes de l'eau. Il a mis tout son savoir au bénéfice du Liban, mais aussi de la France et d'organismes internationaux. C'est un Méditerranéen convaincu. Fadi Georges Comer a reçu de prestigieuses décorations libanaises et internationales. Les éminents services qu'il a rendus à la France ont été reconnus puisqu'il est chevalier de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre national du mérite. Ses travaux prouvent aujourd'hui une nouvelle et juste reconnaissance puisqu'il rejoint notre Académie. Fadi Georges Comer est désormais des nôtres. Il a beaucoup à nous apprendre. Nous attendons avec impatience qu'il nous transmette ses connaissances pour mieux comprendre les problématiques de l'eau dans son pays d'origine, le Liban, au Moyen-Orient, sur le pourtour de la mer Méditerranée et dans le monde. Merci à notre cher confrère, M. Lamballe. Et pendant que vous parliez, je regardais l'assistance, je vais parler très vite. Et toute votre famille, monsieur, et tous vos amis sont là, souriants, tellement heureux de vous voir ici. Et j'ajoute que c'est une grande chance pour notre académie que de vous recevoir et dans ce sourire magnifique. Vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Académie des sciences d'outre-mer, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, Général Alain Lamballe, merci pour les paroles très aimables que vous venez de prononcer à mon égard. Monseigneur Gemayel, évêque maronite de France et représentant du cardinal Béchara Rahi, patriarche des maronites dans le monde,
Monsieur le sénateur, cher Olivier Cadic, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rang et qualité, honorables invités. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous exprimer mes remerciements les plus chaleureux pour la distinction que vous m'accordez, pour la confiance que vous me témoignez, ainsi que pour l'accueil si généreux que vous m'avez réservé parmi vous. Je suis profondément honoré de faire partie de cette grande institution de la République française, d'autant plus que je partage avec M. Génie, notre secrétaire perpétuel, et avec le général Alain Lamballe, la passion des sciences et la passion de l'eau. C'est avec reconnaissance, avec humilité, mais aussi détermination, que je vais recevoir le titre de membre associé à l'Académie des sciences d'Outre-mer. J'en profite une fois de plus pour remercier les membres de l'Académie pour les efforts déployés jusqu'à la concrétisation de mon installation parmi eux, ainsi que toutes les personnalités et les amis qui honorent cette journée de leur présence. Jeune étudiant, lors de mes trajets dans le 6e arrondissement, quartier de l'Odéon, en passant de la rue d'Ulm à la rue des Saints-Pères, où se trouvait l'École nationale des ponts et chaussées, la tradition familiale, j'avais l'occasion de méditer les paroles de Danton. Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Et c'est là où je me suis rendu compte de la grandeur de la France, mon pays d'adoption. Et c'est là où j'ai découvert que la France, pays missionnaire de l'instruction et vecteur d'intégration républicaine pour les jeunes, j'ai pu apprécier l'exceptionnalité de ce pays quant à la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, mais aussi la qualité de l'enseignement qu'elle dispense, l'esprit de partage du savoir, pays avant-gardiste qui a su mesurer toute l'importance de l'éducation dans la formation de l'homme, sans parler de son système social unique au monde. Et dans le cadre de ma formation universitaire à l'Université Claude Bernard, Lyon 1, j'ai pris goût pour la recherche scientifique avec le professeur Gilbert Mingui, ici présent, et à qui je voudrais rendre hommage en cette occasion. C'est aussi en France que j'ai appris ce que représentait le développement durable. J'ai appris la valeur de l'eau, cette richesse naturelle essentielle pour l'homme, notamment quand j'ai eu l'honneur en 2008 d'être l'initiateur et le principal rédacteur du Code de l'eau du Liban, en coopération avec les ministères français des Affaires étrangères et de l'Environnement. C'est aussi à cette époque que j'ai effectué un travail de réflexion approfondi sur l'Union de la Méditerranée. Avant sa création en 2008, ces travaux ont été retenus plus tard comme document de base par la cellule UPM de l'Élysée. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'Outre-mer, en vous présentant tous mes respects, je suis persuadé qu'à travers ma nomination, c'est le Liban que vous êtes en train de mettre à l'honneur dans cette prestigieuse institution, espace scientifique de culture et de réflexion. Le premier Libanais à avoir reçu cette distinction a été le président de la République, M. Charles Helou, cousin germain de mon beau-père, qui a été élu membre associé de cette académie en 1973. Charles Helou était président de l'Association internationale des parlementaires en langue française. Edgar Faure l'avait qualifié à l'époque
du président le plus présidentiel, en raison de son charisme et de sa grande culture. Prendre la suite de ce grand homme d'État et fin lettré, décédé en 2001, est un honneur pour moi. Ce sera aussi, je l'espère, l'occasion de vous faire découvrir un peu de l'histoire du pays du cèdre, mentionné plus de 70 fois dans la Bible, avec tous les charmes de ces cités millénaires, comme Byblos, pour n'en citer qu'une, ville moderne au cœur ancien, et qui offre un témoignage exceptionnel sur les débuts de la civilisation phénicienne, berceau de l'alphabet à l'origine de toutes les écritures phonétiques. En cette période difficile que traverse le monde, la devise de cette académie, savoir, comprendre, respecter, aimer, prend toute sa signification et constitue un socle de médiation, de dialogue et de rapprochement entre les peuples. C'est particulièrement vrai au sujet de la région du monde d'où je suis originaire et sur laquelle tous les observateurs s'interrogent. Nous avons écouté les deux conférenciers, éminents conférenciers. Où va le Moyen-Orient? Mais en ce qui me concerne, en tant que Méditerranéen convaincu, j'ai toujours œuvré à la convergence socio-économique entre les trois rives de cette mer, dans le but de sortir de la dissymétrie sociale qui la caractérise malheureusement jusqu'à ce jour. Plusieurs initiatives ont tenté d'y contribuer, comme le processus de Barcelone et le sommet de Paris de l'Union pour la Méditerranée, sans parvenir à susciter jusqu'à présent de réelles coopérations de bon voisinage sur le moyen et sur le long terme, et ce du fait des blocages tant politiques que socio-économiques concernant le choix des projets de développement durable à soutenir, et en conséquence, nous avons assisté au gel des plans d'action destinés aux pays des rives sud et est. Un des difficultés dans la mise en œuvre du plan solaire méditerranéen et de la stratégie méditerranéenne de l'eau qui, elle, n'a pas été ratifiée. À l'absence de mécanismes de mise en application de la stratégie du développement durable du partenariat euro-méditerranéen. Ces blocages et atermoiements peuvent conduire à s'interroger. Les trois rives de la Méditerranée ont-elles bien la vocation de partager un même destin? Pour ma part, et malgré ces tristes réalités, j'en suis intimement convaincu, et cela vient sans doute de la nature de ma formation, qui est à la fois celle de l'ingénieur, mais aussi celle du diplomate de l'American Academy des ingénieurs des ressources en eau, dont la vocation est avant tout de construire des ouvrages d'art, de construire des ponts, et ne pas construire des murs, comme il est actuellement au Moyen-Orient. J'ai l'intime conviction de devoir continuer à ériger des ponts plus immatériels, des ponts diplomatiques, notamment avec Chevillet-Taucore, l'intime conviction de travailler aussi au dialogue de la paix et de la fraternité entre les pays. C'est là que le concept de l'hydrodiplomatie prend toute sa signification. C'est l'alliance du travail diplomatique et de l'expertise en matière de planification de projets hydrauliques via la coopération régionale. Son but est de créer une dynamique de développement économique au niveau des bassins transfrontaliers pour aller vers la paix hydrique, même au Proche-Orient où des décennies de conflits territoriaux, identitaires et religieux la font paraître
inatteignable. Mesdames et messieurs, je crois en l'Union européenne qui s'est d'abord fondée sur des réalisations concrètes, créant une solidarité de fait, écologique, énergétique. Et je crois aussi en l'UPM. Et je crois en la verticale qui joint l'Afrique, la Méditerranée à l'Europe, perspective initiée par Jean-Louis Guigou, président de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen, ici présent, que je salue, et M. Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères. C'est là cette diplomatie de projet, comme le dit M. Villepin, que la France a toujours initiée afin de rapprocher les peuples et de mettre fin aux sources de discorde en les transformant en sources de coopération et de dialogue. Ne pourrions-nous pas transformer les torrents destructeurs actuels en canalisant leurs énergies pour les mettre au service d'une meilleure sécurité alimentaire et sociale en pensant aux générations futures? Ne pourrions-nous pas également contribuer à la paix au Proche-Orient pour que les guerres y deviennent non seulement impensables, mais matériellement impossibles, comme le disait Robert Schuman? Mais pour se concrétiser, l'avenir de la Méditerranée doit passer par l'investissement dans l'éducation des jeunes générations et par le renforcement des institutions étatiques des pays émergents. C'est un vaste programme, mais je veux y croire. Si j'en reviens maintenant au sujet que je connais le mieux, celui de l'eau, il me faut commencer par dire que c'est la principale ressource renouvelable sur la Terre et qu'elle est le fondement même de la survie et de la continuité et de la présence de l'homme sur cette terre. Tout le monde sait cela, et pourtant, il faut toujours le rappeler. L'approvisionnement en eau est actuellement une source de conflit sur la rive sud-est de la Méditerranée à cause du contexte géopolitique, de la raréfaction de cette ressource, de l'impact du changement climatique, mais aussi du mode de gestion pratiqué par plusieurs pays de la région. Le Moyen-Orient est particulièrement victime de ces phénomènes. Les pays du Levant, dont la population croît à un taux supérieur à 3,8%, la bombe démographique, ne disposent que d'un pourcentage infime de l'eau douce disponible dans la région. Dans la plupart des pays de la rive sud-est de la Méditerranée, la qualité d'eau par habitant est inférieure à 1000 mètres cubes par an, alors que la moyenne mondiale atteint 7000 mètres cubes par habitant et par an. S'ajoutent à cela les fragilités politiques et l'absence de démocratie qui engendre une décroissance socio-économique. Dans ces conditions difficiles, comment l'eau pourrait-elle devenir un facteur de paix? Et quelle est la place de la coopération internationale en matière de formation au métier de l'eau? Comment ingénieurs et chercheurs pourraient-ils apporter des moyens de résoudre les conflits liés à l'eau? Autant de questions posées par l'hydrodiplomatie qui a pour ambition de créer la culture de la paix, qui est fondée sur la gestion partagée des ressources en eau, en alliant deux aspects, la bonne gouvernance et la diplomatie. Et dans ce contexte, il va falloir respecter les recommandations internationales telles que l'accord de Paris, issu de la COP 21, l'accord de Marrakech, la COP 22, mais aussi le pacte de Paris. Et là, je voudrais saisir l'occasion pour saluer mes collègues de l'Office international de l'eau, Jean-François Donzier, Éric Tardieu, Pierre Roussel. On a tous œuvré durant plus de 3 ans pour concrétiser le pacte de Paris. Il s'agit de mettre en œuvre une gestion coopérative régionale susceptible de créer une dynamique dans les bassins pouvant générer des bienfaits économiques
des bienfaits sociaux et environnementaux. Pour ce faire, nous avons besoin de la participation des décideurs politiques, nous avons besoin de la participation du secteur privé, des diplomates, mais aussi de la bonne volonté de tous les acteurs concernés. Seule cette mobilisation générale permettra de réaliser les objectifs du développement durable, et notamment les ODD 2, 6 et 7, sur la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous, ainsi qu'à une énergie propre et à un coût abordable. À leur manière, les échanges sur les réflexions qui sont conduits au sein de cette académie peuvent, et j'en suis sûr, contribuer à faire avancer dans le bon sens tous ces projets. Pour donner un caractère plus concret à mon intervention et vous permettre de bien comprendre l'enjeu qui représente les cours d'eau transfrontaliers dans la recherche de perspectives d'avenir et de solutions aux éventuels conflits, j'aimerais vous présenter de manière succincte une analyse hydropolitique des plus grands bassins du Moyen-Orient. Et c'est là où je voudrais reprendre certains échanges qui ont eu lieu ces 3 dernières années au Palais de Luxembourg, au Sénat, lors de colloques que nous avons initiés ensemble avec le sénateur Olivier Cadic, ici présent, à qui je rends hommage. Ces colloques ont rassemblé un grand nombre d'experts. Nous avons échangé tous les points de vue sur l'hydrodiplomatie et le changement climatique. Concernant le bassin du Nil, 2 problèmes essentiels se posent aux pays riverains du Nil bleu, c'est-à-dire avant qu'ils ne rejoignent le Nil blanc à Khartoum, au Soudan. Tout d'abord, le risque de sécheresse, et après l'accroissement de la population, avec en plus pour l'Éthiopie et les 2 Soudans, la question de la satisfaction de leurs besoins énergétiques. Ces pays devraient admettre que toute manœuvre visant à limiter ou à diminuer le débit d'eau provenant en Égypte, comme dans le cadre du remplissage rapide du barrage de la Renaissance, qui est en cours de construction en Éthiopie, engendrerait de graves conséquences pour la sécurité alimentaire de la population égyptienne. C'est une évidence. Un remplissage progressif et échelonné de ce barrage serait la solution pour garantir le droit au nexus eau, énergie, alimentation pour les pays concernés. L'eau pour l'Égypte, l'énergie pour l'Éthiopie et les 2 Soudans, et la sécurité alimentaire pour tous. Pour cela, la création d'une agence de bassin régional est une nécessité. Concernant le Tigre et l'Euphrate, dans un climat politico-militaire très tendu en Mésopotamie, la Turquie doit impérativement reconnaître le statut de fleuves internationaux du Tigre et de l'Euphrate dans le cadre des conventions onusiennes. Pourquoi alors nous avons ces conventions onusiennes de 1992 et 1997 ? La gestion de ces fleuves doit se faire dans un esprit de développement durable et de coopération avec les pays riverains. La Syrie et l'Irak, là aussi, il est recommandé que le remplissage du nouveau barrage Ilısu dans le cadre du projet turc d'UGAP en Anatolie du Sud-Est se fasse d'une manière progressive et échelonnée. La création d'une agence de bassin commune pour ces 2 fleuves est une nécessité pour favoriser le dialogue constructif entre les pays riverains. Quant à l'Oronte et au Kébir, un accord gagnant-gagnant a été conclu en 2002 entre le Liban et la Syrie, après plus d'une 50aine d'années de négociations, et la clé de cette réussite est l'application de ces 2 pays de la Convention onusienne 1997 sur ces 2 bassins. L'UNESCO a repris cet accord en tant que modalité
Michel a adopté sur les bassins transfrontaliers en éditant un livre sur le sujet en 2015. Le résultat positif des négociations libano-syriennes sur cette gestion partagée et équitable de ces deux bassins montre qu'il ne faut pas désespérer de l'hydrodiplomatie, même dans un contexte régional très tendu. Mais c'est au bassin du Jourdain dont je voudrais vous parler un peu plus en détail, car s'il y a bien un fleuve qui connecte et qui concentre des enjeux économiques, diplomatiques, politiques et symboliques autour de la question de l'eau, c'est bien celui-là, et depuis des temps immémoriaux. Avant de se jeter dans la mer Morte, le Jourdain traverse le Liban, la Syrie, la Palestine, la Jordanie et Israël. Cette géographie illustre le fait que le risque de conflit est d'autant plus fort que le pays le plus vulnérable, situé à la base du bassin, est aussi le plus puissant sur le plan militaire. Les pays voisins vivent dans un climat de panique, et on peut dire un climat obsessionnel avec la hantise permanente que leur approvisionnement en eau soit un jour menacé. Une lueur d'espoir. La Jordanie tente actuellement de développer avec la Palestine et Israël le projet Red Sea Dead Sea Canal, reliant la mer Rouge à la mer Morte, qui permettrait de mobiliser plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau non conventionnelle, c'est-à-dire l'eau issue du dessalement et du retraitement des eaux usées. Ce projet a été estimé à 10 milliards de dollars par la Banque mondiale. De son côté, Israël développe actuellement des usines de dessalement des eaux de mer à Eshkelon d'une capacité allant jusqu'à 500 millions de mètres cubes d'eau. Ces deux projets illustrent la nécessité d'utiliser le concept des nouvelles masses d'eau pour répartir équitablement la ressource en eau entre les pays d'un même bassin fluvial et transfrontalier. La nouvelle masse d'eau est un concept que j'ai forgé pour tenir compte à la fois des eaux conventionnelles et des eaux non conventionnelles, afin de favoriser la culture de la paix et de l'appliquer sur ce bassin, le bassin du Jourdain. Tenir compte de ce concept dans la répartition des eaux entre les pays riverains permettrait à Israël de rendre le plateau du Golan à la Syrie et les hameaux de Sheba au Liban, le Liban qui revendique des hameaux de Sheba pour son approvisionnement en eau dans le sud. Donc, négocier en termes de nouvelles masses d'eau est ainsi un projet de paix, un concept pour le Jourdain, car cela permettrait de tenir compte de toutes les ressources disponibles pour aller vers une paix durable, une répartition équitable et consolider le processus du partage équitable de l'eau entre les pays riverains. Les instances internationales, onusiennes, européennes et méditerranéennes se sont engagées dans l'élaboration de textes que je qualifie de textes d'anticrise. Et ces textes ont comme objectif de promouvoir le dialogue sur le partage équitable de l'eau et l'utilisation raisonnable de cette ressource. La non-application des textes anti-crise incite au contraire les pays riverains à pratiquer une gestion hégémonique des bassins transfrontaliers. L'acceptation et l'utilisation de la notion de nexus eau, énergie, alimentation dans l'agenda international élargit la portée du potentiel de l'hydrodiplomatie en vue d'aboutir à des accords équilibrés et viables, bénéfiques aux pays riverains. L'hydrodiplomatie doit donc parvenir à allier la science à la politique en proposant des solutions techniques et technologiques pour assurer une répartition des ressources en eau équitable entre les peuples et les États. Pour espérer parvenir à ces résultats véritablement opérationnels, il faudrait,
pouvoir disposer d'une agence régionale et une agence méditerranéenne de l'eau. Cette agence serait un outil de dialogue, de réflexion et de médiation et pourrait devenir une pierre angulaire de la coopération méditerranéenne. Mesdames et messieurs, cette vision d'avenir d'une agence méditerranéenne de l'eau, haute autorité pour la coordination du concept du nexus, impératif majeur pour une hydrodiplomatie destinée à assurer la sécurité sanitaire et alimentaire et tout simplement la vie des générations futures, ne serait-elle une parfaite concrétisation de la devise de notre académie savoir, comprendre, partager et aimer? Les effets du changement climatique sont déjà visibles et vont sans aucun doute d'intensifier dans le futur proche les conflits. Depuis plusieurs décennies, je défends farouchement l'idée de l'hydrodiplomatie qui est nécessaire pour faire face à toutes les crises relatives au partage des ressources hydriques. Je reste intimement convaincu que l'hydrodiplomatie est la seule clé, le seul moyen pour éviter les conflits. Nous en sommes à une époque cruciale pour l'avenir de notre planète, où il nous faut affronter les menaces insidieuses qui pèsent sur notre bien-être, en sachant que le tribut à payer sera encore plus lourd si l'on ne s'unit pas dès à présent autour d'une table de négociation internationale. Le changement climatique est l'affaire de tous et l'hydrodiplomatie appuyée par l'accord de Paris permettra de prévenir des conflits. Réveillons-nous, nous pouvons apprendre du passé, nous pouvons déployer des ressources plus efficacement, nous pouvons corriger nos défauts et avancer. Nous devons tous nous mobiliser afin d'atteindre nos objectifs. Engageons-nous et soyons conscients de la difficulté de nos tâches, des défis qui se posent à nous. C'est une bataille devant laquelle nous ne pouvons reculer. C'est la bataille de l'existence. Je vous remercie. Si vous le permettez, je voudrais saluer la présence de son Excellence l'ambassadeur Boutros Hassaker, ambassadeur de la Ligue arabe à Paris, en France. Merci, chers confrères. Vous avez repoussé les murs de l'Académie. On sentait à travers votre propos, nous nous sentions transportés par cet élan que vous donnez en montrant toutes les difficultés. Et c'était bien le sens de cet après-midi, de cette session qui nous permet de réfléchir. Nous allons maintenant vous recevoir. Donc, chers confrères, vous imaginez l'honneur qui est le mien et la joie de vous accueillir cette fois-ci et de vous installer parmi nous après vos propos et tout ce que cela sous-entend de travaux futurs et de réflexion. Et j'ai donc ce privilège de vous remettre la médaille de l'Académie dont vous connaissez si bien la devise. Bienvenue. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette belle installation si généreuse. Voilà. Si vous vouliez bien, un petit peu, Madame Comer, s'il vous plaît. Voilà. C'est un peu. C'est un grand honneur de faire partie maintenant de l'Académie. Il va falloir mobiliser. Vous avez vu que c'était tout à fait. Et vous nous y incitez avec une assemblée qui était extrêmement attentive à ce que vous proposez. Merci. Bravo pour la présentation. Vous l'avez lu avec un